Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Fatem Zalam Moutali. Je suis chef de la division promotion et coopération au niveau du Centre régional d'investissement de Casablanca-Stades. Alors, on m'a contacté, les organisateurs de l'événement, on m'a dit que le CRI, avec la réforme qui est enclenchée, devrait jouer un rôle très important dans la promotion et l'accompagnement des entrepreneurs. Et ça serait dommage de ne pas avoir le CRI le tour de table. Et du coup, on s'est posé plein de questions sur ce qu'on va vous présenter. On m'a proposé de parler de tout ce qui est facteur succès, erreurs à éviter. Donc, je ne suis pas entrepreneur, mais on a un retour d'expérience sur les entrepreneurs qui reviennent chez nous justement pour trouver des solutions ou trouver des propositions, un accompagnement pour leurs projets. J'ai peut-être pensé plus utile de vous présenter les résultats d'une étude qu'on avait réalisée et qui s'appelle le parcours post-création. Donc, comme vous le savez, le CRI de Casablanca-Stades et tous les CRI, ils ont les guichets uniques pour la création d'entreprises. On fait seulement l'acte de créer, on donne les identifiants pour les entreprises et ça s'arrête là. Le devenir de ces entreprises, qu'est-ce qu'elles sont devenues, est-ce qu'ils ont réussi leur investissement, est-ce qu'ils ont percé, est-ce qu'ils ont arrêté, ça on ne le savait pas. Et du coup, on avait pensé à lancer une étude avec le concours de la Banque mondiale, donc le soutien financier et technique, avec l'appui d'un bureau d'études, pour décortiquer et diagnostiquer le devenir de ces entreprises. Et à travers les résultats qu'on va afficher tout à l'heure, on va peut-être en faire ressortir les clés de succès et les facteurs de réussite et également les erreurs à éviter. Donc ça va être une présentation à double objectif. C'est présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces entreprises-là et quelles sont les erreurs à éviter, les clés de succès pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, ça va être axé sur trois axes. Donc, l'exposé va durer une quinzaine de minutes pour laisser la place au débat ou à l'échange pour des questions qui concernent l'exposé, mais également vous pouvez poser autant de questions que vous voulez concernant le CRI et l'investissement. Alors, l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'analyser les facteurs influençant le devenir des entreprises, celles qui ont démarré, celles qui n'ont pas du tout démarré, et celles qui ont percé le cap de 3 ans, et celles qui n'ont pas réussi à percer ce cap, également celles qui ont dépassé ces 3 années d'existence. On a fait un échantillon de 64 000 entreprises. Ce sont des entreprises créées et matriculées au niveau du CRI depuis la période 2003-2015. Alors juste pour les gens qui prennent des photos, c'est une étude qui est disponible sur notre site internet. Vous pouvez, on a entre parenthèses une rubrique CRI, une partie études et vous allez trouver toutes les études d'ailleurs qu'on a menées, y compris celle-là. Donc vous pouvez avoir l'intégralité de l'étude. Alors, sur les 64 000 entreprises immatriculées, la moitié est encore active. Donc, heureusement, générant à peu près 250 000 emplois, avec 93% sont des très petites entreprises. Donc, et ça reflète d'ailleurs le tissu économique marocain qui est pratiquement des très petites et moyennes entreprises, près de 95% de tissu économique. Donc, une idée sur les secteurs. Pratiquement, elles sont orientées services, commerce et les activités spécialisées. Alors, les chiffres qui ont été ressortis de cette étude, c'est qu'on a une entreprise immatriculée sur 4 n'a jamais démarré son activité. Une entreprise sur 2 atteint 3 ans d'activité et à peine 1 sur 3 atteint 5 ans d'activité. Et certains secteurs sont plus propices à l'investissement tels que les activités financières, l'industrie et l'enseignement.
Donc, ces enseignements, d'ailleurs, ces informations nous ont poussé d'ailleurs à décortiquer. Donc, l'avantage de cette étude, ou bien la particularité de cette étude, c'est qu'on a interviewé même les entreprises qui ont cessé leur activité pour connaître les causes, pourquoi elles ont cessé l'activité, et d'ailleurs pour savoir quelles sont voilà, les entraves à l'entrepreneuriat pour par la suite y remédier à travers l'implémentation de plans d'action dans l'immédiat. Alors, on en a analysé deux grands facteurs, bien deux grandes familles de facteurs. Il y a les facteurs endogènes à l'entreprise, il y a les facteurs exogènes à l'entreprise. Donc, si vous vous rappelez, si vous étiez là pendant la séance inaugurale hier, il y avait Madame Fatem Zahra à Nice. Quand on lui a posé la question, on a dit une des problématiques de l'échec de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est-à-dire lui, en tant que porteur de projet, est-ce qu'il a bien préparé son projet? Donc, est-ce qu'il a les soft skills justement pour mener à bien son entreprise? Et donc l'impact de préparation initiale de l'entreprise est très important. Une entreprise sur deux a cessé son activité parce qu'elle n'a pas bien préparé son projet en amont. Également en termes d'accompagnement, donc il en est ressorti que moins de 5% des entreprises enquêtées ont été accompagnées. Donc le niveau d'accompagnement de ces entrepreneurs il est très faible. Soit parce qu'on est mal informé des mécanismes d'accompagnement, soit les mesures d'accompagnement mises en place ne répondent pas aux besoins de ces entrepreneurs. Alors, les facteurs endogènes donc, qui ont favorisé la survie de l'entreprise, on les a catégorisés en 5 grandes familles: la veille sur le marché, la fixation des objectifs, la formation continue et 4, et les dispositifs de gestion. Donc, les entreprises actives sont 2 à 3 fois plus nombreuses à mettre en place de bonnes pratiques managériales. Donc, ça, c'est une clé de succès. Revenons à la thématique du workshop, c'est-à-dire qu'il faut absolument établir une veille marché et concurrentielle pour voir est-ce que le produit il répond aux besoins du marché. Et s'il répond aux besoins du marché, est-ce que en termes rapport qualité-prix, est-ce qu'il est vendable ou pas? La fixation d'objectifs également et la formation continue, c'est-à-dire l'entrepreneur et son équipe doivent absolument mettre en place un plan de formation continue pour être update par rapport à ce qui se passe au niveau du marché, au niveau des pratiques managérielles, etc. Pour les facteurs endogènes déclencheurs de la mortalité de l'entreprise, on en trouve des facteurs directs qui sont les charges fixes importantes en termes d'investissement en équipement RH. Donc on trouve par exemple, il y a un investisseur un porteur de projet, un entrepreneur qui crée l'entreprise et à la première des choses qu'il fait, il prend un bureau, il l'équipe avec les dernières technologies, un beau bureau, etc. Et il dépense énormément d'argent au lieu d'orienter un petit peu ces dépenses vers le développement. Il y a la gestion de la trésorerie aussi qui est revenue comme entrave au développement de l'entreprise, la faible compétitivité des produits sur le marché et des raisons personnelles propres à l'entrepreneur lui-même. Revenons aux facteurs exogènes. Donc il y en a, c'est-à-dire par hasard, c'est pas le financement qui est ressorti en premier lieu, hein, c'est l'accès au marché qui est revenu et qui est ressorti comme la première entrave au développement des entreprises. Donc l'accès au marché est la première difficulté telle que hiérarchisée par les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Également, la deuxième entrave, c'est le financement, l'accès au financement. Pour ce qui est fiscalité, immobilier, infrastructure, réglementation et procédures ressources humaines, ils ne prennent pas autant d'importance que les premières difficultés liées à l'accès au marché au financement. Donc on a essayé de décortiquer un petit peu ces différentes problématiques
pour principalement l'accès au marché et le financement. Donc pour l'accès au marché, il y a tout ce qui est relatif aux délais de recouvrement qui sont très importants. Il y a également la concurrence des grands comptes et des entreprises étrangères, la concurrence du secteur informel et l'existence de situations de monopole pour certains secteurs d'activité. En termes de financement, donc, quand on a posé la question à quelques 1400 entreprises qui ont été interviewées, donc, il y a le niveau de garantie et des cautions exigées très important par les banques. Donc, beaucoup d'entreprises, ils nous ont dit clairement qu'ils ne veulent pas faire appel au crédit bancaire. Tellement il y a les garanties qui sont importantes, et même si on dépose les garanties, le déblocage des crédits il prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de procédures. Voilà, la complexité et la longueur des procédures des demandes de crédit et les coûts financiers des crédits trop lourds, donc tout ce qui est taux, etc. Donc, les chiffres à retenir, donc parmi les données collectées, 5 chiffres remarquables ressortent de l'enquête Terra. D'abord, il y a une entreprise sur 4 n'aurait jamais démarré son activité. Défaillance, 2 entreprises sur 3 ne dépassent pas le seuil de 5 ans d'existence. Accompagnement, donc tout ce qui est relatif à l'accompagnement, plus de 9 entreprises sur 10 n'ont bénéficié d'aucun accompagnement. Et par rapport à tout ce qui est esprit entrepreneurial, donc en termes d'âge des entrepreneurs, il n'y a pas des entrepreneurs qui ont démarré leur activité à moins de 25 ans. Au-delà de 25 ans, quand on réfléchit à démarrer son activité, également en termes de diplôme aussi, donc on a trouvé que il faut avoir un certain niveau académique pour pouvoir démarrer son activité. Et le 5e point, c'est tout ce qui est préparation du projet. Une entreprise sur 2 qui a cessé son activité n'a pas bien préparé son projet au démarrage. Alors tout ça nous a amené à proposer ou bien à travailler sur un plan d'action, donc on va peut-être en parler tout à l'heure. La déclinaison du plan d'action, donc on ne s'est pas contenté de l'analyse quantitative et l'analyse de terrain, on a aussi fait des focus group avec les fédérations sectorielles, avec toutes les instances qui touchent à l'entrepreneuriat et également avec le comité de pilotage qui a géré cette étude, qui ont confirmé justement qu'il y a les 5 piliers, les 5 grandes problématiques sur lesquelles il faut agir rapidement, donc soit à travers des quick wins, soit à travers des plans d'action à moyen terme ou à long terme. Donc l'accès au marché, donc tout le monde connaît la problématique de l'accès au marché, malgré qu'il y ait au niveau de la loi la quote-part de 20% pour les PME et 30% pour les auto-entrepreneurs. Pour pouvoir bénéficier de ces quotes-parts, etc., il faudrait mettre en place des dispositifs de contrôle et d'évaluation par rapport pour bénéficier de ces marchés. L'accès au financement reste aussi une entrave principale pour le développement des entreprises, donc l'accès au crédit bancaire, accès aux dispositions d'accompagnement, accès à d'autres sources de financement. Donc on sait tous que le dernier discours de Sa Majesté que Dieu l'assiste, il a été adressé aux banques justement pour être plus actives en termes de financement des projets. Et au niveau du projet de loi de finances 2020, on a communiqué sur un fonds de 2 milliards de dirhams dédié au financement des très petites et moyennes entreprises. Pour tout ce qui est fiscalité aussi, il y a une pression fiscale liée à l'IS. Donc là, le projet de finance, on parle des amendements dernièrement, donc l'exonération totale de l'IS pendant les 5 premières années, donc l'IR et la TVA. Donc il y a un effort à faire, surtout pour les très petites et moyennes, très petites entreprises surtout. Pour le crédit TVA aussi qui ressortissait, enfin qui revenait à chaque fois au niveau des discussions. Donc il y a un effort qui a été déployé par les pouvoirs publics pour débloquer les crédits TVA et ça c'est un signe important de la valeur ou l'importance que prend l'entrepreneuriat dans la réflexion et dans la genèse des politiques publiques. L'infrastructure d'accueil aussi et les ressources humaines.
Alors, comme j'ai dit, il y avait des focus group, des consultations publiques privées, etc. pour valider un plan d'action. Donc, le plan d'action, il a été proposé et on a établi un certain nombre d'actions. Mais comme vous le savez, moi, quand je parle du CRI, on est dans une phase charnière actuellement. On est en pleine réforme et les CRI, ils vont c'est-à-dire être la loi, surtout la loi 47-18 relative au CRI et relative à la Commission régionale unifiée d'investissement, qui va être actionnée avant la fin de l'année, et il est là pour donner la réponse, ou bien pour donner les réponses à toutes ces problématiques d'accompagnement, de financement, d'infrastructures, etc. Donc, comme la compétitivité des entreprises et l'attractivité des territoires sont au cœur de la réforme des CRI. Donc, on a un grand volet qui est l'accompagnement des investisseurs dans leur croissance et leur développement. Quand on dit investisseurs, pas seulement les grands projets ou les grandes structures, mais également les très petites et moyennes entreprises. Donc, aujourd'hui, après 17 ans d'existence, on a créé des entreprises, on a facilité l'acte de créer, mais ce n'était pas suffisant. Il faudrait accompagner ces entreprises, voir un petit peu quelles sont les problématiques auxquelles elles font face et trouver des solutions adaptées pour y remédier. Et également le renforcement de l'attractivité du territoire, c'est très important. C'est pour attirer davantage des investissements, pour créer de la valeur et pour renforcer l'économie. Donc, comme j'ai dit, le CRI, donc, il est en phase charnière. Notre directeur, il vient d'être nommé il y a quelques jours, et il y a une grande ambition. Il y a énormément d'actions qui vont être déployées à partir de l'année 2020, justement, pour trouver et pour proposer des plans d'action rapidement pour cette problématique d'accompagnement des entreprises. Et je vous invite également à visiter notre site web. Donc, on n'a pas eu l'occasion de faire une promotion autour de notre site web, mais je souhaiterais quand même faire juste rapidement un petit aperçu, petite démonstration. Enfin, le site web, on l'avait mis à jour en début 2018, où on a essayé de répondre à plein de questions concernant l'entrepreneuriat et les porteurs de projets. Donc ici, comme je vous ai dit, pour cette étude, vous avez trouvé son intégralité au niveau de la partie études. Donc là, vous allez trouver toutes les études, surtout pour les gens qui veulent faire une étude marché, ils ont besoin d'un certain nombre d'indicateurs. Donc vous pouvez trouver plein d'études par catégorie, donc selon le secteur qui vous intéresse. Également, en termes de secteur porteur, par exemple, ou bien en termes de plan de développement, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre région. Il y a un plan de développement stratégique, il y a un plan de développement régional, vous allez les trouver à ce niveau, mais également il y a tout ce qui est secteur porteur. Au niveau des secteurs porteurs pour la région, donc on a essayé d'identifier quelques-uns, avec une déclinaison, par exemple, pour tout ce qui est industrie. Moi, je donnerai l'exemple de l'industrie aéronautique, où on a identifié une présentation du secteur, quelles sont les incitations dont les investisseurs peuvent bénéficier, les plateformes d'accueil, et en termes de formation, quelles sont les aides mises en place par le gouvernement pour aider à la formation des jeunes. Pour tout ce qui est création d'entreprise, donc on a une multitude de services sur notre site web. Donc, tout ce qui est forme juridique et quels sont les plus et les moins de chaque forme juridique. Aujourd'hui, moi je suis un jeune porteur de projet, je veux créer une SARL ou n'importe, donc il faudrait que je vois un petit peu qu'est-ce que peut m'apporter cette forme juridique et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque forme. Également, on a en termes de démarche de création, c'est-à-dire elle est tellement facile actuellement qu'on peut la faire nous-mêmes. On a des modèles de statut, on a des modèles de publication dans des bulletins, dans le journal, etc. Donc vous allez trouver toutes ces informations que vous pouvez faire vous-même. En termes d'investissement, donc on a tout ce qui est également les plateformes d'accueil pour les gens qui souhaitent s'installer dans des zones industrielles, etc. Mais également, ce qui est très intéressant aussi, c'est par rapport au package incitatif. Donc, quand on a vu sur l'étude, donc il y a plusieurs
entreprises qui ont déclaré qu'ils n'ont jamais fait appel à un service d'accompagnement et pratiquement par manque d'informations. Donc, moi, j'invite les gens qui sont ici à consulter notre site web pour voir un petit peu toutes les aides mises en place par l'État pour toutes les entreprises, que ce soit au moment de création, au moment de développement, pour la formation, pour le recrutement, etc. Et c'est intéressant aussi de pouvoir s'enquérir de tout ce qui se passe autour pour pouvoir bien démarrer, bien intégrer ces informations au niveau de son business plan, etc. Une dernière information que je vous donne, comme ça je vous laisse le soin de découvrir, c'est qu'on a développé une sorte de e-service. On a développé tout ce qui est e-offre, c'est-à-dire quelles sont les offres déployées non seulement par le CRI, mais pour tous les organismes intervenant dans la sphère entrepreneuriale, que ce soit Maroc PME, que ce soit la CCG qui, en termes de garantie de l'État vis-à-vis des banques et des organismes financiers, que ce soit au niveau de l'ANAPEC, l'OFPPT en termes de remboursement des frais de formation, que ce soit au niveau de l'ex-Maroc Export, donc l'AMDIE, les aides qu'elle met en place pour les gens qui ont une ambition d'exporter leurs produits, etc. Donc vous allez les trouver à ce niveau. Et les gens qui n'ont pas encore démarré, donc ils peuvent faire une simulation de leur business plan, donc à travers le e-business plan, donc ils peuvent faire une simulation pour évaluer un petit peu leur projet. Une dernière information, donc ça vous pouvez voilà, e-offre, e-réclamation, pour les gens qui ne sont pas satisfaits, il y a voilà, le e-business plan, vous cliquez, vous pouvez renseigner les différents champs pour pouvoir avoir in fine un petit business plan qui vous donne une idée sur ce qui se passe. Également, on a développé une plateforme qu'on a appelée Casastat e-Data, c'est pour vous donner toutes les informations au niveau de la région. C'est une information digitalisée qu'on avait établie avec l'ensemble des parties prenantes et qui vous donne un petit peu toute l'information concernant la région. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je veux développer un produit dédié, par exemple, aux enfants. On a une idée sur combien on a d'enfants scolarisés, quel est le pouvoir d'achat des Casablancais, quelles sont, en termes d'infrastructures, les perspectives, etc. Donc, c'est une plateforme que vous pouvez trouver sur notre site internet. Ça s'appelle idata.casainvest.ma. Et vous pouvez, il y a deux types deux modes de navigation. Vous pouvez, soit à travers le menu, on a tout ce qui est information relative à la population démographie, tout ce qui est infrastructure de mobilité, les secteurs sociaux, à savoir la formation, l'enseignement, la santé, etc. Et la dynamique économique, les secteurs économiques, donc que ce soit l'artisanat, que ce soit l'industrie, etc. Donc, la pêche, il y a tous les secteurs d'activité dans la région de Casablanca-Stade, la dynamique entrepreneuriale, donc combien de sociétés sont créées au niveau du CRI, le nombre d'emplois prévus, etc. Et une partie étude et analyse qu'on a mise ici pour permettre aux personnes qui souhaitent avoir des études marché ou autres, au moins avoir une porte d'entrée pour pouvoir avoir une idée globale de tout ce qui se passe dans la région, pour pouvoir investir dans les secteurs porteurs. Et je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. J'investis, donc je reviens toujours vers le site web. Donc la partie j'investis, vous allez trouver les procédures d'investissement. Et vous allez trouver tout ce qui est relatif aux conventions d'investissement. On va vous donner la liste des pièces à présenter, etc. Donc c'est sur notre site internet. Également, on est là, tous les collaborateurs du CRI, pour accueillir l'investisseur, pour lui donner le maximum d'informations dont il aura besoin pour bien préparer son projet de convention à soumettre. Parce que comme vous savez, le projet de convention, il est quand ça dépasse un certain montant d'investissement,
enregistrons les traités au niveau central. Donc c'est au niveau d'une commission présidée par monsieur le chef du gouvernement, en présence de monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, etc. Et c'est au niveau de cette commission qui statue sur l'octroi ou non de l'accord de la convention avec le gouvernement. Mais la préparation, elle se fait au niveau des CIRI. Donc si votre projet, il relève du territoire de la région de Casablanca-Stade, c'est le CIRI de Casablanca-Stade qui va vous assister à préparer cette convention. Si le projet il relève d'un autre territoire de notre région, c'est le CIRI de notre région qui va vous aider à préparer la convention. Avec la nouvelle loi qui va rentrer en vigueur, donc on aura une plateforme numérique où vous allez déposer tout électroniquement, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin, c'est-à-dire vous allez avoir toute l'information concernant le projet, et en cas de besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours demander un rendez-vous. Il y a des personnes qui seront dédiées à l'investisseur justement pour répondre à toutes ces questions à travers des rendez-vous pris à l'avance. D'accord. Et juste une petite question complémentaire, est-ce que le bénéfice de la convention est potentiellement cumulable avec d'autres subventions? Oui. Par exemple, quand il s'agit... en fait, il y a des limites de participation de l'État. Hein, et on dit dans la limite de 20 millions de dirhams, ou ça dépend de l'incitation mise en place. Mais par exemple, on a des projets qui peuvent bénéficier du fonds Hassan II. Par exemple, le fonds Hassan II, il est dédié à tout ce qui est projet industriel, comme l'industrie aéronautique, électronique, automobile, la nanotechnologie, la biotechnologie, la pharmacologie, etc. C'est-à-dire si le projet il est important, il peut être cumulé avec tout ce qui est convention d'investissement. Mais comme je vous ai dit, les conventions, il y a des limites, c'est-à-dire de la participation de l'État. Il y a les 5%, il y a des limites qu'on peut détailler par la suite. Si vous êtes intéressé, on peut vous donner le maximum d'informations à ce sujet. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez détailler ce que c'est la convention d'investissement? Alors, la convention d'investissement, c'est une convention que l'investisseur peut signer avec l'État marocain pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Pour pouvoir signer cette convention avec le gouvernement, il y a un certain nombre de conditions. La première condition et la condition la plus récurrente, c'est qu'il faut qu'il y ait un montant d'investissement supérieur ou égal à 100 millions de dirhams. C'est surtout pour les grands projets. Et quand on a cet investissement donc déclaré sur une durée de 3 ans par exemple, donc on peut signer une convention avec l'État pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Comme je vous ai dit, il y a l'exonération sur tout ce qui est impôt, sur tout ce qui est taxe sur les biens d'équipement importés, l'exonération de la TVA pendant 2 ans, la participation de l'État à l'achat de terrain, la participation de l'État à la formation, la participation également de l'État à tout ce qui est infrastructure in-site ou hors-site. Donc je parle sous le contrôle de Mademoiselle Hanem qui travaille directement dans le département investissement, mais je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mesures qui sont mises en place qui peuvent servir à l'investisseur dans certaines conditions. Comme j'ai cité, c'est pratiquement généralement, c'est le montant d'investissement. Bien sûr, on déclare le nombre d'emplois qu'on va créer, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait qu'on sente un petit peu l'importance du projet, son impact socio-économique au niveau de la région. Et c'est géré, et je pense c'est l'article 17 de... Donc c'est au niveau d'une loi de finances. Également, donc on peut vous donner le détail par rapport à ça. Je pense que c'est l'article 17 de la loi de finances 98, je pense.
Mais c'est pour les grands projets. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout pour les grands projets qui fédèrent un certain montant d'investissement. Ça peut être une entreprise qui existe déjà. Oui, oui. C'est-à-dire que on accompagne plusieurs grandes structures qui veulent soit réaliser des extensions ou se développer davantage. Donc, dans tous les secteurs d'activité pratiquement, c'est dans l'industrie, dans tout ce qui est tourisme, etc. Donc, on accompagne un certain nombre d'entreprises qui ont signé des conventions avec le gouvernement. Voilà ce qu'on demande, donc c'est des descriptifs du projet, les documents juridiques, le foncier, les certificats de propriété, etc., le business plan, l'estimation du montant global hors taxe des biens d'équipement importés. C'est-à-dire que c'est un certain panoplie de documents qu'on demande, qu'on analyse au niveau de commissions techniques qui se tiennent au niveau de Rabat, où il y a le CNRI, il y a l'ANDIE, il y a le ministère des Finances, il y a un certain nombre d'administrations qui statuent au niveau des demandes avant de leur soumission au niveau de la commission présidée par monsieur le chef du gouvernement pour donner leur accord par rapport à ces projets d'investissement. Est-ce qu'il y a une limite par an d'entreprise? Non. Non. Il faut juste on que en le a pas dossier beaucoup, soit hein. bien. Des gens qui ramènent les 100 millions de dirhams, ils ne sont pas nombreux, les entreprises, mais il n'y a pas de limitation, au contraire. C'est-à-dire tant qu'on ramène de l'investissement et qu'on souhaite développer et créer de la richesse et créer des postes d'emploi, on est preneur. C'est parmi les procédures qu'assiste le CNRI. Il y en a encore d'autres, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on assiste les investisseurs en termes de tout ce qui est demande d'acquisition, de location de terrains domaniaux, de terrains de l'État, pour les projets d'investissement. Alors tout ce qui est demande de dérogation par rapport au plan d'urbanisme aussi, il y a une commission qui est présidée par M. Weli où sont statuées toutes ces demandes. Il y a aussi tout ce qui est demande de terrain d'exploitation de domaines maritimes, de domaines forestiers, de domaines miniers. Donc il y a pas mal de procédures qui sont gérées à notre niveau. Et quand je dis gérer, c'est-à-dire la réception des dossiers, l'analyse et puis la soumission au niveau d'une commission présidée par M. Wali pour statuer par rapport à ces procédures-là. Mais également, on fait tout ce qui est accompagnement. Donc, je vous ai remis tout à l'heure des guides, donc guides investisseurs et guides créateurs. Donc, c'est des guides qui sont développés en interne par les équipes CNRI. Et je salue Fatam Zahra Brahimi, qui chapeaute en partie ce projet. Donc c'est des guides, voilà, le guide créateur il est en arabe et en français pour les gens qui souhaitent créer, mais également le guide investisseur qui est également disponible sur notre site internet. Donc vous pouvez le télécharger, voilà le guide créateur et le guide investisseur. Le guide investisseur, il vous donne toute l'information concernant tout ce qui est procédural, tout ce qui est incitation et fonds d'investissement, tout ce qui est fiscalité, régime de change, douane, tout ce qui est relatif aux ressources humaines, les charges et les coûts de facteurs de production également. Par rapport aux ressources humaines, je reviens toujours dans tout ce qui est charges patronales et fiscales, comment recruter et quelles sont les aides mises en place par l'État à travers les contrats de l'ANAPEC, etc. Donc vous allez trouver toute l'information au niveau de ce guide. Pratiquement, c'est une sorte de retour d'expérience sur les différents échanges qu'on tienne avec les différents investisseurs, que ce soit des investisseurs étrangers ou marocains, les différentes questions qu'ils nous posent et qui sont assez récurrentes sur, voilà, en termes de fiscalité, qu'est-ce qui est avantageux pour moi, qu'est-ce que je peux gagner si je m'implante dans cette zone ou dans cette zone, etc. Donc on a essayé un petit peu de répondre à toutes les questions à travers ces guides. Également pour les gens qui ont leur entreprise créée, donc on a un dossier, le calendrier comptable, qui vous explique un petit peu comment ça se passe. Et également, en termes voilà, comme la région s'est agrandie
Et on a une région parmi les plus importantes au Maroc, donc elle représente un tiers du PIB national et c'est 20% de la population nationale. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés par Kazan, il y a d'autres qui seraient intéressés par Stat ou Jdida ou Sdegondol ou Slimane. Donc ici, on va trouver un petit peu toute l'information concernant les différentes provinces, donc que ce soit Jdida ou que ce soit Stat. Donc pour les gens qui veulent investir dans l'agro-industrie ou dans le tourisme, ou donc soit au niveau de la carte, soit ici, vous avez toute l'information concernant les différentes provinces et les différentes composantes de la région. Également, ce qui est intéressant aussi de voir et de connaître, c'est on est des citoyens, on est des Casablancais, mais ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la région en termes de programmation, en termes de planification. Donc, il y a le plan développement régional, comme vous le savez. Il y a depuis la mise en place de la régionalisation avancée, les régions elles sont tenues par texte de loi de mettre en place un plan de développement régional pour définir un petit peu quelles sont les priorités, quels sont les différents secteurs ou les différents composants de leur plan d'action. Et là, vous pouvez trouver le plan de développement, vous pouvez le télécharger carrément. Donc, il est téléchargeable en français et en arabe. Moi, je vous présente la version française, mais il y a également la version arabe. Il y a également le plan de développement stratégique 2015-2020. Donc, c'est, comme vous le savez, depuis le discours de Sa Majesté en 2013 qui a pointé du doigt le développement de Casablanca, il y avait la mise en place d'un plan de développement stratégique 2015-2020. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été entreprises. D'ailleurs, on sait qu'on voit tous comme Casa, c'est un chantier à ciel ouvert. Il y a tellement de choses qui se font et voilà, il faut comprendre la dynamique. Pourquoi il y a tellement de chantiers, pourquoi il y a tellement d'infrastructures, etc. C'est justement grâce grâce à ce plan de développement stratégique. Donc, qui vous trace un petit peu quelles sont les différentes orientations de ce plan et qu'est-ce qui devrait être fait donc, à terme. Donc, on est à la veille de la fin et de l'évaluation de ce plan en 2020 pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quels sont les budgets qui ont été débloqués, comment ça c'est la genèse de tout ça, c'est important. C'est-à-dire c'est juste, il y a plusieurs Casablancais et autres qui sont là mais qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et on se pose tous les questions et ça serait intéressant de voir un petit peu, de lire pour comprendre et pour pouvoir avoir une autre vision du développement de notre région. Bonjour mesdames et messieurs, je veux remercier madame pour votre exposé. Je m'appelle Sunil Mehdi, un jeune diplômé. Je suis un porteur de projet et je veux investir. Ce que j'aime, c'est le domaine d'agriculture. Donc la question, est-ce que le secteur d'agriculture est parmi vos priorités pour financer des projets pour l'élevage de poulets par exemple? D'accord. Alors, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas l'agriculture comme secteur au niveau des secteurs d'activité qui nous sont assignés, que nous accompagnons. Mais à la rentrée de la loi, c'est imminent, on aura à gérer aussi les projets agricoles. Alors, pour tout ce qui est, par exemple, par rapport à votre projet, même si on ne le fait pas, je vais vous donner quelques informations. C'est un projet porteur. Vous savez, la région de Casablanca Stade est le premier producteur de viande blanche à l'échelle nationale. Et pour vous, peut-être il serait plus judicieux de détecter d'abord, vous voulez développer est-ce que vous avez un terrain? Est-ce que c'est important d'avoir un terrain? Et ce terrain, est-ce qu'il répond aux normes? C'est-à-dire qu'il y a des normes de l'ANSA qui décident qu'il faudrait un certain chaînage, etc., pour pouvoir développer votre projet. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'ADA, l'Agence de développement agricole, par rapport à votre projet. Maintenant, vous avez le choix,
soit vous allez vous orienter vers la DAR qui va vous donner les informations parce que c'est leur cœur de métier, soit vous attendez l'entrée en vigueur et vous voulez le voir, mais n'empêche que vous pouvez ne pas attendre la rentrée en vigueur, vous pouvez venir nous voir et nous on met aussi en relation avec les administrations concernées. Ça fait partie de nos missions, on peut vous chercher l'information, on peut vous donner. Pour le financement, je n'ai pas d'informations franchement par rapport au financement des projets agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je suis Yassine, je suis entrepreneur dans le tourisme dans la région de Dakhla. Alors, je suis là pour faire la promotion de mes produits. Et pour toute information et accompagnement, suis-je obligé d'aller voir le centre régional de Dakhla ou bien n'importe quel centre, par exemple le centre de Casablanca? Le plus judicieux, ça dépend en fait de votre projet, de la localisation de votre projet, parce que je sais qu'il y a certaines régions prioritaires où il y a un certain nombre d'avantages qui ne sont pas dans d'autres régions. Par exemple, les régions du sud, je sais qu'il y a certains avantages, donc ça serait plus intéressant. Il se peut que moi je ne connais pas ces incitations, mais il serait plus judicieux d'aller voir le centre régional de votre région. Parce que maintenant, c'est-à-dire, en plus de la mise en place de la régionalisation avancée, je sais qu'il y a certaines régions qui ont développé certains fonds régionaux pour aider à l'entrepreneuriat. Je cite l'exemple, il y a la région Oujda, la région de Limdel, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de Dakhla, mais il serait plus judicieux de s'orienter vers le CIRI de votre région qui vous donnera une information complète, aussi bien de tout ce qui est incitation qui remonte au niveau central, je sais pas, fiscalité, fonds et incitation, mais également les incitations sur le plan régional. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Elle reste à votre disposition. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, la présentation, elle est sur notre site internet, les différents guides et pas mal d'informations sur notre site. N'hésitez pas à revenir vers nous. Allez-y. Excusez-moi, je suis venu en retard. Je sais qu'il y a une nouvelle dynamique au niveau des CRI par rapport à une ancienne dynamique qui existait. Enfin, encore une fois, je m'en excuse, mais quelle est la différence entre les anciennes versions et les nouvelles versions des CRI? Alors, non, je vous en prie. Pour la réforme des CRI, donc, ça a été enclenché il y a 2 ans déjà, suite au discours de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Et suite à ça, il y a une nouvelle loi, la loi 47-18, qui instaure un petit peu les différentes missions, les nouvelles missions des CRI, avec une nouvelle organisation, etc. Donc, le premier changement, c'est que les CRI vont devenir des organismes publics. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est un segment, un secteur de l'État géré de manière autonome. C'est-à-dire en termes de développement, en termes de recrutement, en termes, etc., on était plus ou moins limité. Maintenant, avec le nouveau statut, je pense qu'on aura beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de pouvoir de déployer les plans d'action qu'on va mettre en place. Également en termes de mission. Donc je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on était le guichet unique de création d'entreprise. On accompagnait seulement certaines procédures administratives. On faisait en partie un peu de promotion territoriale économique à l'échelle nationale et internationale. Maintenant, avec la nouvelle réforme, donc, on sera amené à gérer un grand nombre de procédures administratives, c'est-à-dire qu'on sera pratiquement le guichet unique pour l'entrepreneur et pour l'investisseur. Aujourd'hui, quand on crée les sociétés, notre mission elle s'arrête là. On donne les identifiants et basta. Maintenant, on sera amené à suivre et à accompagner les entreprises créées pour voir quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir leur offrir l'accompagnement adéquat au niveau par rapport à leur activité. Également, on sera amené à développer une offre territoriale. Donc, quels sont les secteurs les plus porteurs, les secteurs à promouvoir davantage,
et que sont c'est-à-dire bien sûr en partenariat avec toutes les parties prenantes, que ce soit le conseil de la région, que ce soit les différentes représentations des autres administrations. Donc voilà, le changement, ça va être et le statut de l'organisme lui-même et les missions, les nouvelles missions. Est-ce qu'il y aurait une autonomie ici, en Oui. l'occurrence? Oui. Vous serez autonome, vous ne serez plus rattaché à... On a un conseil d'administration. On aura un conseil d'administration avec l'ensemble des parties prenantes dans l'investissement qui vont siéger au niveau de ce conseil d'administration pour valider les plans d'action, etc. Et aussi, on sera plus performant en termes de digitalisation. Donc, il y aura des plateformes digitales qui seront mises en place justement pour avoir toute l'information en termes d'investissement, en termes de procédure, etc. Voilà, mais c'est la loi 47-18, elle est vraiment très détaillée, elle explique parfaitement les nouvelles missions du CRI. Je vous remercie. Merci Merci à vous.